Michael, qui es-tu et que proposes-tu comme solution? Eh bien, bonjour à tout le monde. Michael Réau, donc le fondateur de la société SynDup. Nous sommes éditeurs d'une plateforme de veille qui couvre l'ensemble du cycle collecte, analyse et diffusion. Donc ça fait 15 ans maintenant que l'on existe, avec 5 années de recherche et développement avant la mise sur le marché. Depuis 10 ans, on accompagne des acteurs tous secteurs, toute taille, avec toute une zone d'expérience sur non pas seulement les technologies, même si on reste un éditeur de plateforme, mais aussi sur l'accompagnement, la formation, la co-animation en interne, qui sont clairement aujourd'hui les sujets numéro un que l'on rencontre dans les organisations. C'est les outils sont matures, les techniques sont bien maîtrisées, mais qu'est-ce que l'on veut faire de ces outils et comment on fait monter en puissance l'engagement des différentes parties prenantes, le COMEX, le CODIR, les directions métiers, comment on stimule l'intelligence collective. Et c'est tout un programme sur lequel on travaille à travers les formations, la co-animation, les retours d'expérience, club utilisateur et un certain nombre de sujets de ce type. Et chez toi, Michael, il y a aussi une partie visualisation. Tu peux nous présenter quelle est-elle? Alors, les tableaux de bord ont énormément évolué ces 2 dernières années dans la solution SynDup en collaboration avec les clients justement dans cette démarche d'implication des décideurs, des directions métiers et de la vulgarisation de la veille pour tous, en créant un espace catalogue qui permet pour les consommateurs de l'information d'être des lecteurs et en même temps contributeurs de manière très interactive avec une multitude de catégories thématiques permettant, dès l'arrivée dans cet espace, de pouvoir feuilleter le catalogue dans lequel se trouvent aussi bien des tableaux de bord interactifs, visuels, que des accès directs pour s'y abonner à des fils infos, des newsletters et des raccourcis pour remonter des informations, interroger la cellule de veille, suggérer un nouveau besoin émergent de façon à ce qu'en retour, le catalogue soit enrichi selon les nouveaux projets, selon les nouveaux concepts, les nouveaux pays et produits sur lesquels des veilles sont attendues par les destinataires. Et tout ceci est renforcé par un plugin dans le navigateur qui là aussi permet de se rapprocher toujours plus de l'utilisateur final au quotidien qui va pouvoir recevoir des informations mais aussi en suggérer, en remonter. Et puis l'application mobile qui a considérablement progressé elle aussi, permettant à la fois d'avoir un canal supplémentaire pour en mobilité restituer de l'information, notamment sur les grandes tendances, sur l'anticipation du marché, des technologies, l'évolution des métiers. Donc là, il y a une logique d'observatoire qui a été mise en place, qui est à la fois l'observatoire interne livré par la cellule de veille à sa communauté, mais par ailleurs, comme on a co-créé des observatoires avec différents réseaux d'experts, ça permet, dès l'installation de cette application, de bénéficier déjà d'une douzaine d'observatoires clés en main pour décrypter les grandes transformations sectorielles, métiers et technologiques. On sent bien que l'aspect recherche est important. Et toi, Michael, je pense que, je le sais parce que tu me l'as dit, tu as mis en place un moteur de recherche universel. Tu peux creuser ce point-là? Oui, le moteur de recherche universel, c'est un nom compliqué pour désigner quelque chose de très simple, c'est à la Google. Donc c'est un champ unique de recherche qui fédère l'ensemble des livrables de la base de connaissances issue de la veille, parce que le travail qui est réalisé au sein du réseau de veille pour élaborer des newsletters, des tableaux de bord, des rapports, rédiger parfois du contenu, qualifier l'information, l'analyser, la commenter, la taguer, tout ce travail-là, il est parfois sous-exploité entre les mains des décideurs et des directions métiers qui ne sont pas au quotidien impliqués dans le processus de veille. Et donc pour faciliter ce point d'entrée hyper simple, on s'est inspiré de ce que l'on fait dans le grand public. On a tous le réflexe dans les entreprises, on est à 100% des collaborateurs qui ont ce réflexe aujourd'hui, d'aller ouvrir Google et de taper le nom du nouveau concurrent, le nouveau concept qui a été entendu à la radio le matin ou pendant qu'on fait la lecture de sa presse. Alors, on recherche en parallèle de l'information complémentaire sur ce que l'on trouve d'intéressant. Et le fait d'avoir un moteur de recherche universel
dans le portail de veille, ça permet de créer ce réflexe-là pour se dire pourquoi pas aller dans Google, regarder dans la masse grand public ce qui se dit, mais profitons aussi de tout ce travail sur des sources de confiance, sur du contenu qui est qualifié, catégorisé, enrichi, toute cette base de connaissances qui a été constituée dans l'entreprise pour puiser dedans. Donc ce moteur de recherche universel va permettre de remonter les derniers documents qualifiés et commentés, mais en parallèle d'avoir de la navigation à facettes, c'est-à-dire de pouvoir naviguer en fonction des personnes, des marques, des sociétés, des concepts, et via des nuages de mots-clés, les expressions clés qui ressortent le plus dans les résultats, après avoir tapé simplement un mot, un nom ou une marque. Et donc cette navigation, contrairement à Google où il faut tourner beaucoup de pages et on a tendance à se noyer, et surtout à partir sur des sources avec peu de confiance et peu de valeur ajoutée, là on reste dans la base de connaissances qui a été structurée et qualifiée, et on navigue dedans en affûtant sa requête, parce que le grand public et les directions métiers ont parfois des comportements qui se rapprochent du grand public. C'est plutôt de faire des recherches très courtes, contrairement à la longue traîne qui va être déjà des recherches plus élaborées. Et le fait que la plateforme suggère comme ça des concepts associés aux résultats, et y compris en s'appuyant sur les tags et la catégorisation qui a été réalisée, va permettre naturellement et intuitivement d'affiner le nombre de résultats pour arriver vers quelque chose d'utile et pertinent pour la prise de décision ou pour s'informer sur le sujet. Michael, quand tu installes un SynDub chez un client, en moyenne, combien de collaborateurs, alors tu vas me dire que ça dépend de la taille de l'entreprise, mais est-ce que tu peux nous donner un peu les moyens? Combien de collaborateurs ont accès à la plateforme? Comment font-ils entre eux pour s'échanger des informations? Quels sont les aspects collaboratifs de ton outil? Déjà, il y a une définition des rôles entre les administrateurs, les veilleurs, les curateurs experts, donc qui vont contribuer ponctuellement sur uniquement leur zone d'expertise, les lecteurs, contributeurs que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est le point clé en amont d'un projet, c'est de bien cartographier qui va jouer quel rôle pour avoir un plan de communication en interne et surtout un plan de formation qui soit adapté. Et la grande tendance, c'est de donner un accès à toute l'entreprise. C'est vraiment la grande tendance, mais ça ne doit pas être fait à l'aveugle. Ça doit être sciemment préparé par cercle concentrique. Déjà, c'est pas forcément on-off du jour au lendemain, tout le monde a accès. Il faut évidemment préparer une base solide, avoir déjà toute la partie des collaborateurs qui vont être activement impliqués dans la mise en œuvre du dispositif, mais le focus, c'est la veille pour tous et que tout le monde puisse être contributeur également par de la remontée de terrain et des feedbacks. Donc le délai, évidemment, bien sûr, dépend de la taille de l'entreprise, mais on a quand même des timings un peu moyens qui se dessinent. Sur les premières semaines, ça permet de mettre en œuvre toute la mécanique et déjà d'avoir le catalogue de livrables structuré et d'avoir formé les équipes qui sont côté back-office, c'est-à-dire qui ont la capacité à créer des nouveaux livrables, des nouveaux axes de veille et les rendre autonomes. Ensuite, on va commencer à embarquer les directions métiers sur l'accès au fameux moteur de recherche universel, au catalogue de livrables pour qu'ils puissent, au-delà de ce qu'ils ont reçu par défaut, parce qu'on les a préabonnés, également aller puiser dans d'autres informations, puisque le principe du catalogue de livrables, c'est de couvrir des thématiques qui ne sont pas imposées à tout le monde, mais qui sont à disposition dans l'entreprise, pour que spontanément, une personne qui est dans une direction métier, a priori, n'a pas besoin de s'intéresser à la blockchain. Pour autant, si à un moment donné, elle considère que dans son métier, la blockchain a un impact, il faut qu'elle puisse suivre le tableau de bord ou la newsletter qui va bien. Donc, le catalogue est là pour ça. Et c'est dans ce deuxième temps, passé généralement les 3 premiers mois, qu'on va commencer à impliquer les directions métiers de manière assez large. Et puis, la montée en puissance qui se fait en parallèle de l'accès aux destinataires, c'est également le réseau de veille en lui-même, c'est-à-dire les fameux curateurs experts qui vont permettre d'avoir un enracinement beaucoup plus profond dans les expertises de l'entreprise et le terrain. Ce sont des personnes qui vont être à minima formées à pouvoir qualifier, valider des newsletters, ajouter un édito, poser ou vérifier des publications avant qu'elles soient largement diffusées dans l'entreprise. Et ces curateurs
on va les former souvent dans des formats webinars ou des petits workshops qui sont organisés dans l'entreprise pour qu'ils comprennent bien déjà leur rôle et l'importance de leur rôle, qu'ils prennent en main très rapidement l'outil pour que au quotidien ce soit hyper fluide. Et ce réseau-là, pour prendre un exemple, le groupe Colas sur la première année, on a embarqué 24 curateurs experts dans les différentes directions métiers et sur plusieurs pays. Et ils ont l'ambition de doubler ce chiffre pour être à peu près une 50aine d'experts qui contribuent à la veille dans l'ensemble du groupe d'ici l'année qui va suivre. Donc là, on est sur un délai de 2 ans, une 50aine de contributeurs très actifs, et côté décideurs, direction métier, c'est-à-dire les lecteurs-contributeurs, là, ça permet au bout de 18 mois, 24 mois, d'avoir une base de veille extrêmement complète avec en plus tout ce réseau d'experts qui va bénéficier à tous les collaborateurs comme étant le Google interne enrichi par l'intelligence collective et métier. Michael, comment tu te situes dans l'offre des plateformes de veille professionnelle? Alors on les connaît tous, certaines ont d'ailleurs un stand sur le salon. Comment tu présenterais ta spécificité? On a conçu la plateforme pour être extrêmement ouverte avec des connecteurs en entrée et en sortie. Donc on a déjà un certain nombre de bases de données payantes, donc des producteurs d'informations ou des méga agrégateurs de données spécialisées avec lesquelles on est connecté. C'est ce qu'on a appelé le kiosque de source premium, permettant déjà de faciliter d'un point de vue opérationnel l'accès à la tuyauterie pré-câblée pour tout de suite étendre sa veille sur les appels d'offres publics, les publications scientifiques, les brevets, les flux télé-radio en speech-to-text, tout ce qui est publication juridique, presse premium, enfin bref, la liste est longue, mais toutes ces informations qui sont pas en libre accès sur Internet, qui nécessitent d'avoir des redevances, des abonnements, alors, on a ce kiosque de source premium qui est prêt à l'emploi et qui nous permet de revendre ces accès ou bien d'aller se connecter à des abonnements souscrits par ailleurs par l'entreprise. Donc déjà pour tout ce qui est dans le giron de la veille côté production ou accès à l'information, nous, notre rôle, c'est de se connecter pour que les axes de veille sur lesquels l'intelligence artificielle, le machine learning, l'analyse sémantique tournent H24 puissent étendre son analyse, pas seulement aux réseaux sociaux et au web, mais aussi à toutes ces informations premium, parce que les axes sont les mêmes, et donc on a besoin de faciliter l'accès, l'agrégation, l'analyse à ces sources du point de vue de l'entreprise qui a besoin de ces contenus. Après, l'autre côté, c'est-à-dire la restitution de l'information, là aussi on est dans cette logique de marketplace, d'applications connectées, et ces applications, ce sont aussi bien les workplaces qui sont pour un certain nombre exposants ici, sur lesquels on est connecté à différents niveaux, au niveau de la gestion des logins mots de passe, mais aussi au niveau de l'expérience utilisateur et de l'ergonomie pour faire en sorte que le passage de l'un à l'autre soit fluide, et dans les flux de données pour que la restitution de la veille puisse se faire via les différents livrables natifs et standards de SynDup, mais également via un Genspot dans un groupe de travail, via un Microsoft Office Teams ou Yammer, via Thales avec son application Citadel, via Sociable pour la direction RH et l'engagement des collaborateurs, et ainsi de suite. Donc on est vraiment le poumon de la veille avec cette centrifugeuse de l'accès au flux d'informations pour que toute l'intelligence de la veille puisse opérer, intelligence artificielle et collaborative, et ensuite la restitution dans un esprit multicanal pour faire en sorte d'aller là où sont les personnes au quotidien. Et un même collaborateur peut bénéficier d'une veille propulsée par SynDup, aussi bien le matin dans une newsletter qui sort directement de SynDup que dans la journée sur une information où il faut réagir via son CRM Salesforce, parce que c'est un commercial et qu'au-delà de sa veille marché, eh bien là il y a un lead et on est dans un autre processus, un autre cadre, c'est celui de son CRM, mais pour autant qui est branché sur SynDup. Une question qui appelle une réponse très très rapide. Échelle de prix. Ton échelle de prix? Alors, pour faire très court,
entre 4 et 10 000 euros pour un projet de taille PME en moyenne, pour un projet ETI entre 10 et 20, et pour un grand groupe, là c'est entre 20 et 150, 200, mais là vraiment échelle très très large, puisque ça dépend du nombre de projets dans le projet et du nombre de connecteurs, du nombre d'utilisateurs notamment. Et une expérience sectorielle ou une facilité sectorielle. Tes clients, ils sont plus dans le service, l'industrie, la pharma, ou pas? Comme on adresse la problématique de surinformation et de compétitivité, c'est complètement universel. Donc on a un modèle de prix qui est transparent et qui permet de s'adapter à des tailles de projet, aussi bien d'un consultant, d'une TPE que PME, ETI et grands groupes à l'international. On a des clients qui nous ont déployés dans plusieurs dizaines de pays à l'international sur des grandes échelles. Et puis on a des consultants que l'on sait aussi accompagner parce qu'on a structuré l'offre commerciale, mais aussi la méthode d'accompagnement, de formation et d'assistance à distance, de sorte à être vraiment à la carte. Donc on est à l'aise à travailler toute taille, tout secteur, même si les grands pans de l'économie sont très présents dans notre portefeuille client. Pour des raisons en fait évidentes, les grands acteurs historiquement ont plus rapidement déployé ce genre d'outils parce qu'ils en avaient les moyens et un besoin prégnant pour de maintenir des positions de marché. Alors, qu'est-ce que le machine learning et qu'est-ce que vous faites dans le domaine? Alors chez nous, l'algorithme de machine learning s'appelle FilterLive, qui justement dans la phase initiale de R&D fait partie entre autres des principaux projets de développement et qui continue d'évoluer aujourd'hui avec un fonctionnement qui permet de se baser sur l'usage qui est fait de la plateforme et notamment dans la sélection des informations. Quand vous envoyez une newsletter en tant que cellule de veille, vous enseignez à la plateforme quelles sont les informations qui sont intéressantes et utiles. Et au-delà des mots-clés, le machine learning va permettre en boîte noire d'avoir des modèles statistiques qui vont se construire et qui vont évoluer au fur et à mesure de l'utilisation pour que la plateforme vienne suggérer, au-delà des mots-clés, des informations qu'elle a compris comme se rapprochant des centres d'intérêt et avec la capacité automatiquement de les catégoriser. Donc ça utilise des algorithmes qui s'appellent support vector machine. Les documents sont vectorisés, il y a des calculs de distance de vecteurs. Tout ça, ce sont des choses qui existent depuis très longtemps d'un point de vue mathématique et statistique. C'est la puissance de calcul et la digitalisation de l'information qui nous a permis d'utiliser ces techniques-là appliquées au flux d'informations avec la veille. Au bout de combien de temps d'utilisation d'une plateforme, et c'est peut-être pas en temps d'ailleurs que se joue, c'est plutôt en validation d'articles, au bout de combien d'articles validés ou refusés, l'outil de machine learning a-t-il suffisamment compris la problématique pour commencer des suggestions pertinentes? Alors, les suggestions, au départ, n'ont pas vocation à être 100% pertinentes pour démarrer parce que les contre-exemples font partie de l'apprentissage. C'est comme un enfant, il a besoin d'être corrigé pour apprendre. Donc, les suggestions vont démarrer assez rapidement, justement pour le besoin de pouvoir indiquer des contre-exemples au modèle, mais pour donner des moyennes, en général, il faut compter à minima 200 exemples positifs et à peu près une centaine de négatifs pour qu'on commence à avoir des modèles qu'on peut stabiliser. L'apprentissage, on peut le laisser tourner à l'infini, ou bien quand on trouve que le modèle est extrêmement pertinent pour éviter le phénomène de surapprentissage, qui est bien connu en machine learning, on peut stopper l'apprentissage et donc le modèle va être figé et au long cours, par contre, il va être extrêmement performant puisque une fois que le modèle est calculé, c'est du temps réel, ça va permettre d'avoir ce filtre en automatique. Et pour faciliter cet exercice d'apprentissage, ce sont des choses que l'on fait énormément évoluer actuellement pour que ça devienne totalement transparent. Puisqu'en fait, les utilisateurs ont déjà des comportements qui permettent de déduire de ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas. Donc pour éviter l'effort de l'apprentissage, on fait par de la gamification et par de la déduction, en sorte que ça devienne de moins en moins un sujet et que l'apprentissage se fasse de manière naturelle. Ce que je retiens, c'est que c'est rapide, puisque 200 articles validés, si on se projette, on a paramétré un stand-up, on reçoit une trentaine d'articles par jour,
on en valide 20, on en retire 10, et en un mois, en quelque sorte, l'outil commence à faire des suggestions. Le travail qui est fait par une cellule de veille autour des newsletters, par exemple, est déjà largement supérieur à cet effort. Donc déjà, en s'appuyant sur ce travail du quotidien, on arrive à pouvoir faire tourner des modèles. Après, juste une précision sur le machine learning. Le machine learning n'est pas la solution à tout et tout le temps. C'est hyper performant sur de la veille sectorielle, sur des tendances, sur de la sérendipité, sur de la découverte, sur de la veille marché. Mais quand on veut faire des veilles, par exemple R&D sur des aspects très techniques, de la veille brevet par exemple, ou de la veille sur des concurrents, les techniques de sémantique, de mots-clés et d'opérateurs sont beaucoup plus efficientes que de chercher à créer de l'IA, alors qu'en fait, quand on surveille un concurrent, c'est assez précis et les détecteurs n'ont pas besoin de ça.